Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler du pacing de manière générale, dans le sens où le pacing peut servir à beaucoup de gens de plusieurs façons. Il peut servir à des sportifs de haut niveau, autant que pour des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, stress chronique, etc. Donc la définition, du pacing, en fait, c'est ce qu'on appelle le concept général de respecter son enveloppe énergétique et de prévoir que les efforts fournis puissent s'étaler dans le temps, de façon saine et durable. Donc, je sais qu'il y a, plusieurs biais cognitifs par rapport au pacing. Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est seulement pour les gens qui sont malades ou que c'est seulement pour les gens qui ont l'EM. C'est pas vrai, le pacing, ça s'adapte à toutes sortes de situations. C'est juste que le pacing pour les gens qui ont le M est pas le même que pour les gens qui ont seulement fatigue chronique ou fibromyalgie ou pour les gens qui font des entraînements intensifs. Donc, à la base, le pacing, ça veut dire régler le pas ou régler l'intensité. Donc, on utilise ça dans les entraînements physiques pour faire, par exemple, des marathons. Donc, quand on fait un marathon, on doit se questionner sur quelle est la vitesse de croisière que je dois prendre pour pouvoir faire toute la course au complet sans arrêter à la fin, avant la fin. C'est-à-dire que si on part trop vite, on l'a appris, je pense, en éducation physique, c'est que si on part trop vite, il va y avoir une accumulation très rapide de l'acide lactique dans le corps qui est dû au fait qu'on passe en mode anaérobique. Et à ce moment-là, ben, le corps a toutes sortes de symptômes. Il envoie des messages comme quoi il y a trop d'acide lactique et il doit arrêter pour prendre le temps de bien filtrer tout ça. Et ben, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à d'autres choses, comme par exemple les entraînements vocaux. Donc, si on prend des cours de chant, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Là, ça sera pas le fait de vouloir faire un marathon de chant, ça va être de vouloir commencer à pratiquer de façon responsable pour ne pas avoir de blessure vocale. C'est-à-dire que euh, on recommande aux élèves de ne pas chanter pendant 4 heures d'affilée puis après ça rien faire pendant une semaine. On recommande plutôt de dire OK, je vais faire un 20 minutes et je vais faire une journée de repos, un autre 20 minutes, une autre journée de repos. Pour tranquillement amener la voix euh, euh, à se solidifier ou à se muscler en évitant de faire des blessures. Et plus qu'on s'entraîne, plus évidemment qu'on développe une certaine endurance musculaire et que la voix s'adapte. Alors que si on ne respecte pas un pacing dans les entraînements, quel qu'il soit, on risque des blessures et des conséquences qui peuvent être graves. Donc, tout ça pour dire que c'est pour donner des exemples comme quoi le pacing, c'est adaptable à la situation que vous vivez. Donc, on sait que pour les personnes particulièrement qui ont l'encéphalomyélite myalgique, on n'est pas du tout dans le même paradigme que pour des personnes qui vivent de la douleur chronique ou avec la fibromyalgie. Par contre, il est possible d'avoir la fibromyalgie et d'avoir en même temps le M. Donc, c'est important d'être au courant du pacing si on pense seulement avoir la fibromyalgie, euh, non seulement pour être capable de respecter ses limites, les limites de son corps, mais aussi d'être au courant que si on voit qu'il y a des malaises post-effort, les malaises neuroimmunitaires post-effort qui sont caractéristiques de l'encéphalomyélite myalgique, ben on est capable aussi de prévenir puis de dire ah, OK, il y a peut-être quelque chose à investiguer de ce côté-là. Mais de toute façon, pour la fibromyalgie, c'est quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, dans les sites de fibromyalgie, on ne parle pas du mot pacing en tant que tel, qui est le mot anglophone pour dire respecter ses limites, écouter son corps, bouger, oui, mais avec modération. C'est-à-dire que, en fait, pour la fibromyalgie particulièrement, si on parle de ça, ben, il y a beaucoup de gens, euh, je pense que la plupart des gens que je connais qui sont atteints, on est des perfectionnistes, on a envie d'être performants et on s'imagine qu'en se poussant, en dépassant nos limites, euh, ben, on va arriver justement à enrayer la douleur, diminuer la douleur, devenir plus en forme, moins fatigué. Et c'est un réflexe euh, qui n'est pas très sain. Alors, le réflexe à avoir, c'est vraiment d'adopter le pacing. Puis, je vais mettre les liens, en fait, pour les pacings qui sont adaptés à la fibro, la douleur chronique et le M. Donc, vous pouvez juste voir sous la vidéo de YouTube. Et donc,
ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est important de se conscientiser à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'essayer de continuer constamment à se pousser. Ensuite de ça, pourquoi se pousser, c'est mauvais? Bien, en fait, il y a plein de raisons, justement, par rapport à... C'est sûr, là, quand on essaie d'accumuler, quand on essaie de se pousser, puis qu'on passe... en fait, on passe souvent en mode survie, en fait, quand on essaie de se pousser. Le mode survie, c'est sur un mode qui est sur l'adrénaline. Donc, je vous envoie aussi un lien à aller voir par rapport à l'adrénaline. C'est le fait que vu qu'on n'a pas l'énergie, on appelle ça se botter le derrière. On se botte le derrière pour arriver à faire nos choses et on passe subtilement en mode adrénaline. Puis quand on est sur l'adrénaline, on ressent moins la douleur, on sent une espèce de forme d'excitation qui fait qu'on a l'impression d'être capable d'en faire plus que ce qu'on pourrait faire normalement. Et ce mode-là a des impacts directs sur la digestion, le sommeil, sur le stress, et ça peut mener vers le stress chronique. Il peut avoir d'autres effets encore plus graves là, si c'est fait de façon chronique. Donc, on peut parler de problèmes cardiaques, on peut parler de dépression, etc. Donc, ce qu'on veut, comme je vais le répéter toujours, c'est de rester à l'intérieur de ses limites. Oui, on veut bouger, mais on respecte notre corps, notre cœur, notre esprit. Maintenant, pour ce qui est de l'encéphalomyélite myalgique en particulier, il y a un pacing qui est malheureusement souvent méconnu des travailleurs de la santé parce que ben, c'est pas tout à fait encore appris à l'école. Malheureusement, il y a des vieilles études qui parlaient justement que l'activité physique ou l'activité progressive, le conditionnement progressif à l'effort pouvait aider, alors que ces études-là, il a été démontré que elles sont fausses, elles sont non fondées. Ça peut servir au début, là, puis après ça, ben, si on continue de façon chronique à essayer de se pousser tranquillement, ben, ça peut provoquer le contraire chez les personnes atteintes de M. Donc, on peut prendre le risque, en fait, d'aggraver l'état général de la personne. Donc, ce qu'il faut prendre en compte dans un pacing fait pour le M, c'est vraiment un pacing qui on va essayer d'arrêter l'activité avant même de ressentir les premiers effets de la douleur et de l'épuisement. Là, c'est-à-dire que c'est sûr que comme des personnes qui sont atteintes sévères à très sévères, la douleur et l'épuisement va souvent être présents de façon constante. Puis à ce moment-là, moi personnellement, ce que je fais, parce que je suis en état sévère à très sévère, donc je suis alitée pas mal 95% de mes journées et je suis en arrêt de travail complet, donc ça me permet vraiment de récupérer à la longue. Là, ça m'a permis de récupérer quand même puis de diminuer le niveau de douleur chronique, on va dire. Mais là, je perds mon idée. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que même dans un état de crash, on veut quand même garder une mobilité. C'est-à-dire que ce qu'on va peut-être privilégier à ce moment-là, c'est simplement de faire des étirements couchés dans le lit. Donc, de s'étirer, de contracter les muscles un petit peu si on pense qu'on est capable. Donc, on ne veut vraiment pas se pousser dans les états de crash plus intenses. C'est le repos. Il n'y a rien à dire, c'est juste le repos. Puis une fois qu'on arrive à récupérer cognitivement, physiquement, ben, on peut commencer à faire des mouvements. Si on a la capacité, on peut le faire au sol. Ensuite de ça, si on récupère un peu plus, on peut aller prendre une petite marche. Même si ça dure 1 minute, ça sera 1 minute. L'idée, c'est quand même parce qu'on sait que si on arrête complètement le mouvement, ben, le corps finit, en fait, les muscles finissent par fondre et on devient justement, on va avoir de la difficulté de plus en plus à marcher pour d'autres raisons. Donc, je ne vais pas aller trop en détail par rapport à toutes les techniques de pacing. Je vous invite à voir les documents officiels, mais c'est vraiment juste pour vous dire que c'est super important de prendre connaissance de ça et de développer des habiletés à reconnaître le pacing. Il y a plein de trucs pour faire un bon pacing, les calendriers,
des notes, suivre les échelles de sévérité, notamment ma préférée, celle de Hummingbird. Il y a aussi, d'être évidemment, ça c'est une des articles importants à lire sur l'adrénaline, de reconnaître quand le corps a une poussée d'adrénaline. Comme présentement, quand je parle, je suis très consciente que j'ai une poussée d'adrénaline présentement. Hem, mais faire les vidéos, c'est comme mon petit cadeau du mois, donc je le fais un petit peu, mais je devrais pas. Je sais que je devrais pas. Mais c'est bien d'en être conscient déjà parce que ça nous permet après ça de dire: «OK, comment on fait pour calmer cet état-là?» On peut méditer, on peut, en tout cas, il y a plein d'autres solutions aussi là qu'on développe avec le temps et c'est ça, je vous invite à découvrir ce monde-là si vous n'y étiez pas déjà initié. À très bientôt. Salut.